par trois projets, 3 exemples d'initiatives, bien timés, il faudra faire bien attention à ne pas déborder. Et puis ensuite, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie échange, pour essayer de discuter comment les ressources disponibles au niveau du Massif central peuvent permettre de valoriser ce potentiel d'herbe et comment valoriser ces richesses qui sont un patrimoine collectif et qui font l'objet justement de ces projets. Et dans la partie discussion, il y a deux étapes. Une première partie sur les résultats et la population sur le terrain, vraiment centrée sur ça, sur les aspects et les apports des projets. Et puis en deuxième partie, 20 minutes, sur, au-delà de ces projets, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme besoin de connaissances. Ce qui était prévu, c'est qu'à l'issue de chacun des 3 projets, il puisse y avoir 1 ou 2 questions de compréhension des projets, mais pas plus. On ne rentre pas dans les débats. Et puis, donc c'est Nicolas qui animera la partie échange. Et puis, il y aura un petit mot pour essayer de synthétiser l'extrait sec des réflexions de l'atelier. Et cette petite synthèse-là devrait être retranscrite en plénière quand les 3 ateliers vont se regrouper pour laisser une trace synthétique aux réflexions des ateliers et du partage plénier. Voilà, donc sans prendre plus de temps, on démarre tout de suite avec le premier projet, programme milieu ouvert, herbacé. On reste Vous pouvez venir. Ouais. Vous pouvez venir comme ça. Comme vous préférez. Merci. Bonjour à tous, donc Marie Fauveau, chargée de projet biodiversité à IPARAC, c'est l'association des parcs du Massif central. On regroupe 11 PNR et un parc national, celui des Cévennes. Et du coup, sur notre axe biodiversité, on porte un projet depuis 2011 sur les milieux ouverts herbacés. C'est un projet qui regroupe plusieurs acteurs. Alors, je vais juste passer sur la liste. Donc plusieurs acteurs, un collectif qui regroupe les différents parcs et plusieurs partenaires qui ont une démarche forte en fait sur la valorisation et la préservation de ces milieux-là. Donc là, je vous ai mis la liste. Donc il y a les 12 parcs et puis des partenaires comme le CBN Massif central, le CEN Auvergne, le CEN Rhône-Alpes, Auvergne-Estique, Saint-Flour Communauté, Conseil département du Lot et Supagro Florac. Donc ce programme-là est porté par l'IPAMAC et du coup au niveau des actions, on est sur 3 axes. Le premier, c'est vraiment le partage d'expérience et le montée en compétence de tous les techniciens que composent ces différentes structures, parcs et partenaires. Donc pour ça, on organise des journées techniques. On en a organisé une récemment, fin novembre, sur la valorisation économique des MOH, qui a eu lieu dans les Cosses du Quercy. On organise aussi une formation, là plutôt sur l'animation de collectifs d'agriculteurs, qui est à destination des techniciens qui composent le collectif MOH. On a aussi un gros axe sur la communication. Donc là, on élabore des documents techniques à destination des techniciens et des agriculteurs. On a participé au sommet d'élevage édition 2023. On va organiser une journée mondiale des MOH qu'on est en train de travailler, enfin qu'on va travailler là au Cotec de janvier. On a réalisé aussi un film qui s'appelle Éleveurs d'horizon, c'est un documentaire de 52 minutes qui parle de pastoralisme avec des portraits d'éleveurs de tout le Massif central. On a un site, pâturage du Massif central, et puis on participe aussi au CST du Cluster Herbe, animé par le CIDAM. Et on a une 3e action qui porte sur l'intervention auprès d'agriculteurs et de formation agricole, et là c'est plutôt des parcs qui vont intervenir auprès de ces publics-là pour parler du projet MOH et de la préservation et de la valorisation de ces ressources-là. L'idée de ce programme, c'est vraiment qu'il chapeaute en fait plusieurs projets dont les collègues vont vous parler. Nous, on mène des actions plutôt communes, communication, partage d'expérience, mais les acteurs portent en local des projets bien spécifiques. Et là, c'est plutôt mes collègues du coup du CEN Auvergne et du PN Cévennes qui vont nous parler des semences locales. C'était pour faire le petit chapeau d'introduction.
J'enchaîne. Bonjour à tous, moi c'est Christophe Villette, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. C'est Romain Lagne au PNEDC. On va vous faire une toute petite présentation là, sur les semences locales et les projets qu'on a menés en lien avec ces thématiques dans un objectif de restauration de prairies naturelles et au service de la production agricole et de la production fourragère. Le contexte, c'est que les prairies naturelles, ça a été dit ce matin, fournissent un ensemble de services écosystémiques, que ce soit la production fourragère, mais peut-être pas que, le service pour les pollinisateurs, pour la régulation de l'eau, pour la biodiversité, etc. Et elles ont aussi un intérêt, notamment dans un contexte de changement climatique où de plus en plus d'études qui sont menées qui montrent que ces milieux sont résistants et résilients face à ce changement climatique et peuvent permettre d'apporter des solutions aussi en complémentarité de prairies temporaires qui vont être plus productives au printemps, mais les prairies naturelles qui vont bénéficier souvent d'un bon rebond sur pied vont pouvoir constituer une ressource fourragère estivale qui peut être intéressante dans des contextes de sécheresse ou canicule. Et malgré ces bénéfices qui sont rendus par ces prairies naturelles, on a quand même une dégradation de ces milieux-là avec une érosion de leur surface, mais aussi une diminution de leur état de conservation, que ce soit par des pratiques agro-pastorales qui peuvent être inadaptées, mais aussi à cause du changement climatique et les sécheresses qui font malgré tout souffrir ces milieux-là. Donc voilà, les semences locales. Les semences locales, en fait, c'est les graines qui sont produites par ces prairies naturelles lorsqu'elles sont, on les laisse suffisamment maturer pour qu'elles puissent produire des graines productives et qu'on a la possibilité de récolter, on va le voir juste après, constitue du coup une solution à ces problématiques-là que je viens de vous citer, que ce soit pour le monde agricole, pour les agriculteurs, les éleveurs, etc., mais aussi il y a une demande de plus en plus forte de la part des aménageurs, avec des cahiers des charges, notamment sur des aménagements routiers, des aménagements contraints, des aménagements urbains qui, de plus en plus, demandent des graines locales, des mélanges prairiaux qui soient labellisés ou pas végétales locales, mais qui peuvent aussi constituer une ressource complémentaire pour les agriculteurs en termes économiques. On présentait des essais sur le parc des Cévennes. Rapidement, je ne reviendrai pas sur la méthode, mais sur des résultats. On a donc un groupe d'éleveurs, donc un réseau constitué de 5 éleveurs depuis maintenant 2020, on va dire. On a mobilisé plusieurs techniques de duplication de prairies naturelles, avec de la moissonneuse-batteuse, avec une bucquineuse, et puis avec le système par transfert de foin. On a là les chiffres de ces différentes techniques, et puis donc un suivi des parcelles qu'on réalise de manière annuelle avec un système d'indicateurs en fait. Un premier indicateur, ça va être basé sur des relevés floristiques exhaustifs sur les prairies qu'on appelle sources et sur les prairies donneuses, sur les prairies receveuses, pardon. Sur les prairies receveuses, on va regarder notamment le recouvrement du sol, on va regarder l'augmentation de la diversité spécifique, la composition botanique aussi dans le temps. Et puis on va également s'intéresser à la partie fourrage, puisque ce sont des prairies chez des éleveurs, donc il y a quand même une entrée production derrière, et notamment avec le rendement fourrager de la prairie receveuse et la qualité du fourrage. On fait des analyses fourrage. Et donc quelques chiffres, donc ici technique de transfert de foin. Je ne reviens pas sur la méthode, Christophe le fera. Donc on a déjà 2 ans d'antériorité sur ce projet, enfin sur cette méthode. On observe en 2 ans une augmentation de la diversité spécifique de manière assez importante. On a quasiment un doublement d'espèces pour certaines parcelles. On retrouve également des plantes, des espèces qui étaient présentes dans la prairie source, dans la prairie receveuse. Donc 35% pour cette technique-là en moyenne. Pour la méthode avec la récolte, on sème des graines qui ont été moissonnées sur une prairie source. On observe là, de manière assez similaire, une augmentation de la diversité spécifique, jusqu'à un doublement d'espèces. Donc là, j'ai mis les minimums et les maximums en nombre d'espèces. Là-bas, on a en moyenne plutôt à 24 espèces. Donc on arrive à des prairies autour de 40 espèces différentes. Et un transfert des graines assez importante dans cette méthode-là du semis,
avec jusqu'à 60% des espèces présentes dans la prairie source qui sont aussi présentes dans la prairie. C'est ainsi présent dans la prairie source, je vais y arriver. On a pu également aller un petit peu plus loin dans les analyses. On a caractérisé les espèces suivant leur type végétatif, donc annuel, vivace ou bien bisannuel. Et donc on observe pour cette technique-là, en 2 ans, une diminution de moitié de la part des espèces annuelles au profit des vivaces. Et donc j'ai également travaillé à l'analyse aussi de qui étaient ces vivaces. Et donc on observe voilà, donc une installation, notamment dans le temps de graminées. On voit que c'est vraiment sur le long terme, on va pouvoir, les graminées vont pouvoir vraiment s'établir. Et là, c'était simplement les analyses fourragères pour vous montrer qu'avec certaines techniques, notamment la technique avec le semis, on arrive à des qualités de fourrage qui sont quasi similaires à des prairies multi-espèces semées sur un même territoire ou dans des références prairies naturelles qui sont assez proches. C'est plus délicat sur les prairies de transfert de foin, où on observe quand même des valeurs fourragères qui sont assez faibles. Et bon, après, voilà, on a aussi un facteur qui est important, c'est le sol. On ne peut pas comparer les prairies de Causse avec des prairies du Mont Lozère. On ne compare pas voilà, des sols calcaires à des sols granitiques. Et un facteur récolte très important, parce qu'on a également fait des analyses en verre. Donc je ne les ai pas mis là, j'ai mis que le petit point. Mais on a fait des petits échantillons aussi en verre qui nous permettent de voir justement s'il y a un facteur récolte important. Et on le voit notamment sur les taux de MAT. On a des taux de MAT qui sont assez élevés sur de l'herbe. Ils vont être beaucoup plus faibles dans le foin. Peut s'expliquer par voilà, les techniques de récolte, surtout cette année où c'était très humide et donc voilà, une perte des qualités fourragères. Voilà. Juste pour en fait, toutes ces expérimentations qu'on essaie de mener après, c'est pour pouvoir fournir des références à des éleveurs et après qu'ils puissent s'approprier ces différentes techniques et les appliquer eux-mêmes, après qu'ils soient autonomes sur la récolte et le semis de semences locales. Juste ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas une solution miracle et que si une prairie est dégradée, c'est qu'il y a potentiellement des facteurs qui sont en cause et notamment des pratiques qui peuvent être défavorables. Donc c'est pas parce que on va semer des semences locales que directement on va avoir une prairie diversifiée sur le long terme. C'est d'abord aussi une réflexion que l'éleveur doit avoir par rapport à ces pratiques et identifier les pratiques qui peuvent être défavorables à la pérennisation de la prairie. Donc il y a tout un processus de réflexion à avoir avant d'aboutir à la solution semence locale qui va permettre du coup de pouvoir accélérer la régénération de la prairie. Mais l'intérêt en tout cas de ces semences locales, un des principaux intérêts, c'est que du coup c'est une ressource qui est gratuite, qui est disponible sur la ferme, qui nécessite un peu de travail de récolte et de semis, mais voilà, il n'y a pas d'achat à réaliser. Et si on veut pérenniser une prairie naturelle, l'intérêt aussi de la prairie naturelle, c'est que ça nécessite moins d'intrants. Donc le processus, c'est d'aller sur une exploitation, une ferme qui devient plus autonome et plus économe, en intrants notamment. Sur les différentes techniques, on en a un peu parlé juste avant, mais il y a 3, en tout cas nous on a testé sur un projet avec Saint-Flour Communauté dans le cadre du programme MOH, avec qui on a travaillé avec l'INRA notamment, le CDN et le lycée agricole de Saint-Flour. On a travaillé sur 3 techniques, donc on a recueilli aussi des références, je ne reviendrai pas dessus, mais on voit que ces techniques fonctionnent. On a du coup d'une part le brossage, donc là c'est ce que vous avez avec une machine qu'on a développée, dont les plans sont disponibles sur l'atelier paysan et qui permet aux agriculteurs ou aux CUMA, etc. de pouvoir s'approprier cette machine, qui vient brosser tout simplement les plantes de prairies de fauche qu'on aura, de prairies de fauche ou pas que, qu'on aura laissé maturer un peu plus tard que la de fauche habituelle, pour que les graines soient bien formées. Cette technique-là, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on peut travailler sur des terrains qui sont des parcelles qui sont assez petites, qui restent mécanisables, mais bon, où il peut y avoir de la pente, etc. Autre technique, c'est la moissonneuse-batteuse. Donc là, forcément, on travaille sur des parcelles qui sont plus grandes, qui sont plates, qui sont assez géométriques. L'avantage, c'est qu'on peut récolter beaucoup plus de plantes basses. Avec la brosseuse, on a du mal à récolter les plantes basses, et notamment les légumineuses. Avec la moissonneuse, on arrive à tout récolter, mais on a une perte des toutes petites graines avec le vent qui tourne dans la machine. Et la dernière technique, c'est le transfert de foin. Donc là, le transfert de foin, c'est on récolte le foin sur une prairie,
Et on va les pendre, là vous voyez avec un épandeur à fumier par exemple, on va les pendre sur la prairie receveuse. L'inconvénient de cette technique-là, c'est qu'on perd le foin. Alors qu'avec les autres techniques, on peut récolter le foin même s'il est un peu plus mûr, un peu plus sec qu'en poche habituelle. Et là, vous faites toujours en style sur semis, enfin vous posez dessus. Alors il y a vous différents... grattez avant, vous faites quoi là? Ouais, sur le travail du sol, ça dépend du... on conseille quand même de faire un passage de herse à minima quand on est sur une prairie naturelle, quand on est sur une prairie temporaire avec des plantes agressives type très gras, dactyles, qui vont avoir tendance à étouffer les autres graines. Là, on conseille un travail du sol un peu plus fort. Et le transfert de foin, il est bien adapté pour les anciennes cultures qu'on voudrait remettre en prairie, parce que ça crée un mulch qui protège déjà les graines des UV, étant donné qu'il n'y a aucun couvert, et qui permettent voilà, de faire ce petit couvert qui va protéger un peu des conditions extérieures qui peuvent être assez rudes en entrée d'hiver. Mais voilà, il y a différentes techniques qui, en fonction des contextes, c'est pour ça que c'est à voir au cas par cas, c'est difficile de tout détailler. Il faut développer ça quand même. Du coup, il n'y a pas une destruction du couvert systématique avant l'implantation des graines? Non. Sur une prairie naturelle, c'est autant garder ce qu'il y a déjà sur place et de l'enrichir avec les graines qu'on va apporter. Sur une prairie temporaire, du coup, c'est différent. Mais effectivement, il faut bien de poser la question. Il faut préciser plus parce que là, on Oui, c'est... pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Oui, Et là, c'est pareil, il faudra mettre aussi quand. oui, Quel moment? oui, non, mais là, c'est qu'on avait 10 minutes, mais après, on les a tous. Oui, mais voilà, je pense que c'est quelque chose de très bien, moi ça me plaît bien, mais... Oui, mais sur les dates de récolte aussi, on pourra en discuter, j'aurai pas le temps, mais c'est aussi délicat d'arriver, parce que en plus, sur une prairie naturelle, les plantes ne vont pas mûrir à la même période. On a les graminées qui vont être généralement plus précoces, les légumineuses qui vont être plus tardives, donc on essaye. Alors, il est possible de faire 2 passages éventuellement, mais on essaye, dans la majorité des cas, d'arriver à trouver cet équilibre-là, et on s'appuie notamment sur les sommes de degrés de température, qui sont notamment fournis par les chambres d'agriculture, où la date, enfin ce qui est donné comme date de fauche habituelle de foin assez tardive, c'est 1200 degrés. Là, on conseille d'attendre à 1400 degrés, c'est-à-dire 1 ou 2 semaines après la date de fauche habituelle, pour pouvoir faire la récolte, mais après, il faut aller vérifier sur le terrain, et ce qu'on dit, c'est qu'on regarde certaines plantes, et il faut que la graine soit au stade laiteux-pâteux, donc quand on la pince, qu'il y a une pâte qui sort de la graine, et là, on peut considérer qu'elle est mûre et qu'elle est bonne à récolter. Pour être un paysan, je suis pas sûr de bien savoir tout ça. Hein. Oui, non, mais je sais bien, mais c'est pour ça qu'après, on y reviendra. On y reviendra, c'est l'enjeu du débat aussi, Oui. c'est justement la transcription par le terrain, etc. Oui. On reviendra sur cette... Exactement. Du coup, juste pour expliquer, des petites notions en termes de rendement, sur 5 fonds communautaires, nous sommes sur le rendement moyen, que ce soit avec la moissonneuse ou la brosseuse, qui sont assez équivalents à 50 kg de graines à l'hectare. On conseille de semer à 25 kg, donc 1 hectare récolté, 2 hectares restaurés. On a fait une récolte à la moissonneuse batteuse du côté de Morse, donc du coup à plus basse altitude, à 300-400 mètres. On a ramassé 500 kg de graines à l'hectare, donc du coup ça représente une ressource quand même qui est super importante. Donc voilà, comme je l'ai dit, les différentes techniques là, que je vous ai présentées, elles répondent à des contextes qui sont différents. L'objectif, je l'ai dit aussi, mais c'est d'autonomiser les fermes et que les agriculteurs puissent l'approprier, et ça aussi c'est peut-être des facteurs de discussion, c'est que nous aussi on essaye de mener des démonstrations de récolte pour donner envie aux agriculteurs de s'approprier ça, mais après on a besoin aussi des structures comme toutes celles qui sont représentées au sein du cluster R pour pouvoir parler de ça, et pourquoi pas aboutir après à des projets de démonstration, etc. Et oui, c'est la fin, c'est des références à partager pour que vraiment que les agriculteurs puissent se l'approprier et que ce ne soit pas du tout des références qu'on est pour nous. Elles nous servent, nous, en tant que conservatoire, pour la restauration de sites. On a la particularité d'avoir un réseau de sites en propriété ou en convention avec des propriétaires, où on va mener des opérations de restauration écologique, et là dans un objectif de biodiversité, mais l'objectif principal de notre démarche, c'est vraiment de transmettre ces références aux agriculteurs, et après de voir au cas par cas avec eux, de pouvoir les accompagner sur la mise en œuvre. Je crois qu'on a fait Juste Christophe, pour compléter, peut-être Oui. dire qu'il y a eu un guide qui a été construit quand même sur les savoirs paysans à l'issue de ça et qui est disponible. Ouais, il est dans les références. Là, j'en ai un exemplaire pour consultation, mais il est disponible sur notre site internet. On a travaillé avec une structure qui s'appelle GZR, qui a récolté tous ces savoirs paysans, parce qu'en fait, ça part pas
cette idée-là ne part pas de nulle part, c'est issu aussi d'un historique agricole où les paysans allaient faire des fonds de grange, ramasser les graines et les mettre autour des points d'affouragement par exemple, ou des endroits où c'était dégradé. Là, en l'occurrence, le projet part de la demande d'agriculteurs, notamment sur l'Aubrac et Cantalien, où il avait l'habitude de faire ça, mais il voulait généraliser ça pour pouvoir le faire à plus grande échelle. Et c'est comme ça qu'on a du coup construit ces choses-là. Et on a aussi, on n'est pas précurseur là-dedans, il y a beaucoup, la Suisse a beaucoup travaillé sur, c'était eux les précurseurs, notamment dans les Alpes, et c'était beaucoup utilisé dans les stations de ski pour restaurer les pistes de ski qui étaient dégradées par le damage répété, et qui subissaient de l'érosion. Jérémy. Vous allez les suivre combien d'années ces parcelles? Là, en l'occurrence, le suivi est terminé. Alors, pour Saint-Fourcon, en tout cas, le suivi est terminé. Ça a commencé en 2014. C'est les derniers suivis, je crois que c'était 2021. Donc, ça fait 5 ans. Et on a vu que, un peu comme les chiffres que tu donnais, c'est surtout année N+2 du semis, où là, on a vraiment une couverture quasiment totale du sol à 90-95%. Peut-être que toi, Sur 5 ans aussi, on espère les suivis. Du coup, le développement du rectanglé ou pas? On l'a pas forcément constaté, nous, non, à part sur certaines parcelles où on avait eu cette problématique-là, mais de manière générale, c'est pas remonté dans les soucis qui sont apparus. On travaille avec les critères d'abondance aussi, donc on calcule le nombre d'espèces et leur abondance. Et le c'est pas celui qui revient le plus souvent. C'est ce qu'on a observé. Ok. On pourra vous fournir, pour ceux que ça intéresse en tout cas, les résultats des suivis qu'on a fait. Pour en comparer avec le bilan qui a été fait. Ouais. Parce que les graines quand même de 200 mètres d'altitude, c'est pas les mêmes que 1000 mètres, tu vois. Ah oui, mais là, du coup, c'est une notion importante aussi, c'est qu'entre la prairie donneuse, là où on va récolter les graines, et la prairie receveuse où on va les implanter, il faut qu'on soit dans des conditions pédoclimatiques qui soient équivalentes, et on ne va pas s'amuser, à aller mettre des graines n'importe où. C'est sûr qu'il y a des cortèges de végétation qui sont typiquement adaptés au territoire sur lequel on est, et on va essayer au maximum de pouvoir s'appuyer sur un cortège de végétation qui correspond à ces conditions-là. Mais la pérennité de cette biodiversité et des modes de gestion qui vont s'appliquer sur cet espace-là, parce que selon par exemple la phénologie de la fauche, on peut imaginer qu'il faut qu'il y ait quand même. Est-ce qu'il y a des préconisations? Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à ça? Oui, après c'est aussi au cas par cas, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est pas une solution miracle et que si les pratiques ne sont pas adaptées, on va retrouver une prairie dégradée au bout d'un moment, c'est sûr. Et après, les préconisations, c'est forcément de ne pas aller faire de l'enruménage tous les ans sur les mêmes parcelles, au risque d'appauvrir et de garder que les espèces précoces qui vont être en plus beaucoup moins résistantes face aux sécheresses et qui vont beaucoup moins donner en période estivale. Et une des préconisations, sans forcément passer par l'excellence locale, c'est aussi de laisser grainer les prairies naturellement à partir du moment où elles ne sont pas trop dégradées. Elles peuvent se régénérer tout seules à partir du moment où on les laisse grainer. Après, il y a les bosses qui ont trop séché 2 ou 3 ans ensuite, qui sont devenus zéro, quoi. Il n'y a plus rien qui pousse parce que c'est tout noir. On a beau y remettre ce qu'on veut, ça ne marche pas. Ça revient pas. Ça revient, mais ça revient le temps de le dire. Et puis ça remeurt derrière, quoi. Oui, après, il y a des facteurs, des facteurs qui font que c'est plus compliqué et que justement, passer par un travail du sol et implanter des solutions locales, ça peut être la bonne solution. Mais si, toujours on adapte la gestion pour que ce soit durable. Merci. Donc, on va passer à la RALAOMAC, les races locales. Donc on va vous présenter le projet RALAOMAC, appelé Promageur de l'Institut central et races locales. J'ai ici avec moi Bruno Martin de l'INRAE, l'unité de recherche sur les herbivores, et Patrice Kerr de l'INRAE, de l'UMRT et de la DGER. Voilà. Et moi je suis au PDG Frénou, je travaille au pôle fromager AOP Massif Central, et là exceptionnellement je remplace Pauline Gerbert qui aurait, je pense, vraiment voulu pouvoir être là, mais malheureusement pour des raisons de santé, qui n'est pas là. Donc le projet RALAOMAC, c'est un projet qui a commencé en 2022 et qui est porté donc, par le pôle fromager et par le CORAN, qui est l'association des races locales au niveau national.
On va passer. Donc, l'objectif, en fait, c'était aussi de partir de 3 enjeux communs pour les associations de race et pour les ODG. Donc, amener à la reconnaissance réciproque, apprendre à travailler ensemble, donner la possibilité aux générations futures de producteurs de l'AOP de travailler avec ces 3 races. Les races locales du Massif central, donc l'Aubrac, la Ferrandaise, la Salaire. Ce sont des races qui sont voilà, dans un territoire qui est quand même herbagé. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir si ces races pouvaient valoriser au mieux et comment la ressource herbagère. Comment est-ce que les AOP en fait, peuvent s'inscrire dans un contexte de production de lait avec, à base d'animaux de race locale. Quelles sont les caractéristiques de rusticité, notamment de production laitière de ces animaux, sachant que voilà, il y a vraiment une volonté de pouvoir donner la chance à des opérateurs en filière AOP de pouvoir s'installer avec ces races-là et donc d'avoir des connaissances. Et pour les associations de races, de pouvoir sélectionner, développer aussi la production, et plutôt dans la recherche d'un optimum que d'un maximum, et d'augmenter aussi les effectifs. Alors que pour les productions, c'est plutôt maintenir ou développer les rameaux laitiers de ces races, qui sont des races plutôt mixtes. Voilà. L'idée de ce projet, c'était vraiment de co-construire ensemble voilà, un projet qui permette d'avoir d'acquérir des connaissances zootechniques et puis aussi socio-anthropologiques qu'on va voir sur ces systèmes. Donc pour cela, il y avait vraiment 3 volets: la capitalisation, la compréhension, donc le travail collectif, un volet de relais et de transfert, avec donc des différentes stratégies, donc des stratégies de développement des rameaux laitiers au sein des AOP pour la génération future, un objectif fondamental au cœur qui est de conserver et de préserver les races locales de centre. Voilà. Et pour cela, donc à tous les échelons, on a vraiment du transfert, donc on a un profil aussi. Une première cible qui est donc les éleveurs, ensuite des AOP, la formation, les consommateurs. Le premier volet de travail donc, dans le cadre de ce projet, c'est favoriser le partage d'expériences, acquérir des réponses techniques, je l'ai dit, évaluer aussi l'impact des races locales sur le système d'élevage et sur l'environnement territorial. Donc le partenariat, on avait le pôle fromager et le Coram pour les porteurs, les ODG, donc bovins, les filières fromagères bovins laitiers du pôle, donc le Zonectar, Cantal, Salaire, l'Aïeul, la Fonde d'Ambert, la Fonde de Montbrison, Bleu d'Auvergne. Pour tout ce qui est des associations de races, il y avait l'association de race de la Ferrandaise, le groupe Salaire Révolution, l'OS Aubrac, l'INRAE avec l'UMR Territoire et l'UMR Herbivore, le parc régional du Livre-à-la-Forez, le PLUFPA, enfin, des établissements d'enseignement agricole. Et c'est un projet qui a été financé par les fonds massifs centrales via la convention interrégionale CIMAC sur la programmation 2021-2026. Pour la méthode, je vais être rapide. Donc, on avait en premier lieu un état de l'art avec une synthèse bibliographique de Pierre Le Gall qui était vraiment sur tous les aspects historiques autour de ces races locales. On a une caractérisation des systèmes avec un stage notamment de Marie-Alix, étudiante en école d'ingénieur entre 2022 et 2023, qui a fait des enquêtes dans les élevages. Avant, il y avait aussi un stage d'Inès Néry, l'AgroParisTech. Et puis aussi un volet socio-anthropologique avec, on va le voir, des idéologies qui ont été trouvées. Les enquêtes aussi auprès d'acteurs territoriaux pour les liens entre AOP et races locales. Et ensuite, un volet sur l'acculturation et comment travailler ensemble. Ouais, je vais laisser la parole à Benoît Martin. Oui, alors je vais vous présenter juste quelques flashs sur les résultats. On n'a pas prévu de présenter l'ensemble des résultats, mais vraiment quelques résultats majeurs. Alors, comme l'a dit Ophélie, il y a eu un volet du travail déjà qui était de faire un peu un point et des recherches un peu historiques sur ces races, sur leur évolution, etc. Donc ça, c'est un travail qui est fait par Pierre Le Gall.
Alors bon, ces trois races-là, ce sont des races qui étaient anciennement mixtes, avec une triple production, le lait, la viande et le travail également. Bon, la modernisation agricole est passée par là, et on a eu soit une spécialisation de ces races-là, donc sur le système naissant, soit un abandon complet de ces races, donc ces races qui ont été en fait disqualifiées, on peut le dire. Donc la ferrandaise notamment, elle a été vraiment disqualifiée, elle a failli disparaître. Elle a été maintenue grâce à quelques éleveurs, les effectifs, je crois, étaient tombés à moins de 150 ou 200 têtes. À l'heure actuelle, on est entre 100 et 200 ferrandaises qui sont traites, qui sont dans des exploitations laitières, et ça représente à peu près 5% des effectifs totaux de la race ferrandaise. Et alors, pour les salaires et les aubracs, là, l'évolution a été évidemment bien différente. Elles se sont tournées vers la production allaitante dans ce mouvement de modernisation agricole, mais avec la conservation d'un rameau laitier pour les salaires. Donc ce rameau laitier n'a jamais disparu. À l'heure actuelle, il y a environ 1800 vaches salaires qui sont en système laitier. Ça représente 1% des effectifs totaux de la race. Et en Aubrac, le rameau laitier a complètement disparu. Et il est en cours de reconstruction. Et à l'heure actuelle, on a 180 Aubrac qui sont en système laitier. Donc moins de 1% des effectifs totaux de la race. Voilà, donc quelques flashs sur ces aspects historiques. Alors après, récemment, cet été, on a encadré 2 stagiaires qui ont travaillé soit sur un volet plus technique, donc que j'ai encadré personnellement, et Patrice a encadré une stagiaire plutôt sur un volet socio-anthropo, pour savoir un peu qui sont ces éleveurs qui utilisent ces races locales. Alors sur le volet technique, en fait, là, le travail de stage a permis d'avoir une caractérisation fine des élevages et des animaux de ces races dans les troupeaux qui produisent des AOP fromagères de Massif central. Donc on a caractérisé les animaux et les exploitations. Donc ça c'était important parce qu'en fait on n'avait pas de données vraiment centralisées sur connaissance de ces systèmes, elle était très diffuse, on n'avait pas une vision globale. Donc on avait besoin de cette photographie-là. Et puis, elle a mené une analyse des données du contrôle laitier entre 2000 et 2021 pour les animaux qui étaient au contrôle laitier. Donc ça a permis quand même de caractériser un petit peu plus finement les aptitudes de ces animaux-là, la carrière, avoir des premières données sur la qualité du lait, avoir des données sur des formes de courbes de lactation, voilà. Alors, ça a permis également d'identifier un certain nombre de problématiques propres à chacune de ces races-là. Et en particulier, en Aubrac, donc là, on a traité un peu plus spécifiquement une question avec l'OS et avec la filière Layol, qui pousse beaucoup au développement du rameau laitier chez les Aubrac. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 40% des vaches qui ne faisaient qu'une seule lactation. Alors bon, en fait, je ne vais pas détailler plus là-dessus, mais bon, les vaches Aubrac sont un peu comme les vaches salaires. En fait, pour les traire, elles ont besoin d'avoir leur veau. Sinon, l'éjection du lait est quand même très compliquée. Et les systèmes de production dans lesquels sont réintroduits les animaux de race Aubrac, ce sont des systèmes laitiers classiques, avec machine à traire, etc. Et passer des animaux dans une machine à traire, on se rend compte qu'il y en a à peu près 40% qui donnent pas leur lait. Et donc que les éleveurs ne gardent pas par la suite. Alors sur les salaires, là, la problématique qui a été traitée était un peu différente, mais je vais y revenir juste après. Et puis sur les ferrandaises, là on n'avait vraiment pas beaucoup de données, donc on s'est intéressé vraiment à la caractérisation de la production laitière de ces races-là. Mais bon, l'analyse reste quand même limitée, vous allez le voir, en raison des effectifs. Donc là on a les évolutions des effectifs, donc vous voyez en rouge les salaires. Entre 2000 et 2021, on a une érosion très forte du nombre d'animaux, entre 2000 et 2021, plus de la moitié
a été perdue. Sur les Aubrac, là, les effectifs sont en augmentation, hein, ils partent de zéro, donc ils sont arrivés quand même à avoir maintenant à peu près 180 vaches traites. Et en Ferrandaise, là, c'est une forme de stabilité, en gros, autour de entre 100 et 200 animaux qui sont en contrôle. Alors, si on fait un peu un zoom sur les Aubrac, un exemple de résultat sur les Aubrac, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une perte de l'ordre de 200 litres en 20 ans sur les résultats de production laitière des Aubrac. Alors 200 litres, c'est pas beaucoup. Des salaires, pardon. C'est bien, vous suivez. Donc, perte de 200 litres. Alors 200 litres, ça peut paraître assez anecdotique, mais ça représente quand même 10%. Alors cette perte de production, elle est liée à des choix en fait des éleveurs, hein, qui est la diminution de la durée de la production. Ils traient les animaux moins longtemps, hein, globalement. Voilà, mais aussi à une diminution du potentiel de production qu'on a pu estimer à peu près à 100 kg. Donc ça a été débattu avec l'OS salaire notamment, et voilà, donc permis de se rendre compte de ça. Alors dernier point sur la caractérisation de ces éleveurs qui élèvent des animaux de ces races-là, enfin qui ont des animaux de ces races-là dans leur troupeau laitier. Alors il s'agissait on ne savait pas tellement quels étaient les systèmes, donc une analyse zootécnique, et on ne savait pas tellement comment les éleveurs travaillaient la rusticité. C'est quoi avoir des animaux de race rustique. Donc on a fait une série d'enquêtes et on a essayé de coupler à la fois les analyses zootechniques des systèmes et à la fois un travail socio-anthropologique qui vise simplement à regarder, à prendre au sérieux ce que les éleveurs racontent, ce qu'ils font dans leur quotidien au travail. Alors, je ne veux pas être très long, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que les éleveurs n'ont pas tout à fait, pas tous la même position, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas tous de la même manière. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces positions, elles pourraient être caractérisées par de deux manières. D'une part, parce que selon qu'on a des salaires, des Aubrac ou des Ferrandaises, il y a des trajectoires, on l'a très bien vu ici, qui ne sont pas du tout la même chose. La Salers a été, la Salers et Aubrac ont été quand même, on va dire, spécialisés plutôt à l'étang. Il a fallu récupérer du rameau laitier avec le Brac, comme tu l'as dit. Le Brac, il a fallu refaire un rameau laitier et la Ferrandaise a été complètement disqualifiée, ce qui fait qu'elle a gardé un tas de caractéristiques de sa rusticité. Plus, donc ça c'est très important, de bien comprendre quels sont les genres de relations qu'ils entretiennent avec les animaux, mais c'est aussi finalement les éleveurs oscillent entre est-ce que j'adapte mes animaux à un système ou est-ce que j'adapte mon système aux animaux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est deux choses qui sont vraiment très différentes. De là, à partir de là, en fait, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on est un animal de race locale que finalement on est rustique. C'est-à-dire que dans des systèmes qui sont quand même assez productifs, enfin assez intensifs, hein, on pourrait dire, on va tenter, c'est en particulier ce qu'on a retrouvé dans certaines fermes plutôt du côté de l'Aubrac, des animaux qu'on tente finalement de faire entrer dans un troupeau. Souvent c'est plutôt des troupeaux de cimental qui sont quand même des animaux plus productifs, même si on leur prête de la rusticité, elle est toute relative. Et des animaux, en fait il y a deux postes très fondamentaux dans l'intensification, il y a la reproduction et il y a l'alimentation. Et ces animaux, en fait, on a une de nos étudiantes qui avait fait un petit film sur la rusticité, qui était très intéressant, et elle parlait de vaches résistantes. Ces vaches résistent au sens où on leur donne trop à manger et elles retiennent mal pour la reproduction. Donc des animaux qui ne sont pas très très bien adaptés et que voilà, ça c'est un exemple justement, on tente d'adapter en fait les animaux au système. De conclure. Oui, je vais conclure très rapidement. Un autre élément quand même important, c'est que ça veut dire aussi que selon ces différentes trajectoires et manières de penser l'adaptation système animal, ça veut dire que
la rusticité peut être travaillée à l'échelle de la race en entier, comme dans le braque, c'est-à-dire la coexistence de deux rameaux, mais des animaux spécialisés. Ou alors, comme dans la férandaise, où elle se joue à l'échelle des individus et du troupeau. Mais ce n'est pas les mêmes animaux. Hein. D'accord? Donc de là, comme le monsieur me demande de conclure, de là on a tiré un certain nombre d'idées outils, si vous voulez, avec, voilà, je ne vais pas en rajouter par rapport à ça, qui permettent de montrer qu'il y a des positions très différentes de la part des éleveurs, donc voilà, et qu'ils n'ont pas non plus le même genre de relation avec les AOP. Alors, en conclusion, ce qu'on voit, nous, au départ, on ne savait pas grand-chose. Il y a des choses qui nous apparaissent comme extrêmement intéressantes et on a tous éprouvé, les ODG, les OS, nous, l'INRA, etc. C'est dit qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui et on a monté donc un nouveau programme qui s'appelle Safran et qui est financé toujours par la même structure, hein, mais qu'on a ajusté en disant mais est-ce que la rusticité, parce que c'était très présent dans les enquêtes, est-ce que c'est la question de est-ce que c'est des animaux adaptés face au changement climatique? Je pensais à ce que mon collègue précédent racontait sur les prairies. Alors, il y a aussi les animaux qui se posent. Il y a des choses qu'on a besoin aussi de préciser, c'est notamment est-ce qu'il y a une spécificité de la qualité du lait? Parce que si les AOP viennent chercher des races rustiques, c'est aussi parce que certaines AOP, face à certaines difficultés, je dirais carrément économiques, hein, ont besoin de requalifier leurs produits pour obtenir une meilleure valorisation. Alors dans ce cas-là, la race rustique peut être une solution pour eux, mais encore faut-il avoir quelques références. Et pour certains animaux, par exemple comme les férandaises, on a très peu de références exotiques. Voilà, donc on va essayer de creuser toutes ces pistes et on viendra vers vous. Dans un prochain colloque du prestataire. Voilà. Merci beaucoup pour votre... Je suis passée sur un gabarit un peu plus petit. Donc moi je suis Claire Brune, ingénieure chargée d'études sur le CIRPO, le Centre interrégional d'information et de recherche en production ovine, alors basé dans le Limousin. Mais on travaille beaucoup avec l'Auvergne dans nos projets, et notamment sur ce projet-là, sur le projet qui s'appelle donc Climagrof. En fait, non, c'était en fait, on avait des questions sur le maintien des haies en élevage ovin allaitant. Dans le Massif central, ça reste une problématique, on a des haies et quoi en faire? Et on avait la question aussi, est-ce que ces haies peuvent servir de ressources finalement alternatives dans un contexte de changement climatique? Donc on a travaillé en multi-partenariat, hein, donc avec le CIRPO en chef de file, on avait 4 chambres d'agriculture, dont 3 de la région Auvergne, l'Institut de l'élevage, FEDATEST en Haute-Loire, Mission Haie, 2 établissements agricoles, donc de Saint-Flour et de Rochefort-Montagne, et l'INRAE. Et on a travaillé donc sur 4 axes de travail. Notamment, on a étudié dans un premier temps les pratiques existantes en termes d'agroforesterie en élevage ovin sur le territoire du Massif central. Qu'est-ce que font les éleveurs réellement? Acquérir des références sur la production de biomasse agroforestière pour valoriser cette biomasse sans la dégrader. Sur finalement la valorisation et l'utilisation des bois, et notamment du bois hors d'œuvre, donc on est parti sur de la plaquette de bois, en élevage ovin allaitant pour la litière, et tout en mettant en place une dynamique d'échange et de transfert entre les partenaires, hein, donc un volet diffusion non négligeable dans quasiment tous nos projets. Donc moi je vais vous développer la 3e action sur l'utilisation de la plaquette de bois en litière. Donc en fait, on a fait 13 essais sur 5 sites expérimentaux pour évaluer notamment le bien-être des ovins sur les plaquettes de bois en comparaison à des plaquettes, des litières paille qui sont aujourd'hui très communément utilisées en élevage. On a regardé plusieurs paramètres, aussi bien des paramètres zootechniques, la croissance des agneaux, les notes d'état corporel, la consommation des aliments, que ce soit sur des brebis ou des agneaux, hein, on avait tous les 2 types d'animaux et les différents stades physiologiques en brebis. Ça va de l'animal à l'entretien jusqu'à l'animal en fin de gestation et en lactation. On a regardé tout ce qui était bien-être animal, salissure des flancs, de l'arrière-train, les notes d'état corporel,
Il y avait plus d'une quinzaine de mesures. On a fait aussi des tests de comportement et de tests de préférence. Si elles ont le choix entre la plaquette et la paille, où est-ce qu'elles vont le plus? On a suivi les litières au niveau des températures, au niveau de l'humidité, les quantités utilisées, le temps de travail pour la mise en place et l'entretien de ces litières. Et on a regardé aussi l'intérêt économique. Parce que c'est bien d'avoir des ressources complémentaires, mais il faut que ça reste accessible. Alors, dans les résultats majeurs, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas de différence finalement sur les performances zootechniques. Les agneaux ont des croissances similaires, que ce soit sur paille ou sur plaquette. Les niveaux de consommation sont identiques. Et on a des notes d'état corporel identiques, hein, que ce soit en fin de gestation, en entretien ou en lactation sur les brebis. Il y a un confort identique sur la paille que sur la litière plaquette de bois, tout simplement sur les tests de préférence. Les animaux passent le même temps de repos, que ce soit sur plaquette ou sur bois, à ruminer, que ce soit sur plaquette ou bois. Et on a la même proportion d'animaux couchés d'un côté ou de l'autre. Une différence majeure, et notamment dans des contextes de bâtiments, on va dire, notamment utilisés en contexte estivaux, c'est qu'on a une litière qui est quand même moins chaude, hein, on a quasiment 3 degrés d'écart en moins sur les litières bois que sur les litières paille. Alors en hiver, on va plutôt être sur l'inverse, hein, du coup on cherche plutôt à avoir des litières un peu plus chaudes. On a regardé un intérêt économique, donc en fait on utilise beaucoup plus de plaquettes de bois à la base par rapport à la litière paille en installation, mais en entretien et en paillage, on va dire, régulier, on plaquette 2 fois moins fréquemment que sur de la paille. La paille, on va pailler tous les jours, tous les 2 jours au plus tard. Les plaquettes de bois, on est sur 10 jours, on peut laisser traîner 10 jours avant que ce soit vraiment sale. Et le temps de travail pour mettre ces plaquettes dépend énormément du type de bâtiment et du matériel dont l'éleveur dispose. S'il dispose que d'une brouette et d'une fourche, une pelle, il va y passer un temps considérable et s'abîmer la santé. Ça reste lourd, hein. Si on a un godet de tracteur et un bâtiment dans lequel on peut rentrer au godet et finalement disposer différents tas qu'on n'a plus qu'à étaler, c'est beaucoup plus simple et on gagne énormément de temps. Et donc on a fait un petit graphique pour voir finalement quand est-ce que c'est économiquement intéressant d'acheter plutôt de la plaquette ou plutôt de la paille en fonction du coût d'achat de la paille. Donc si par exemple on a un coût de paille à 100 € la tonne, on va avoir un coût des plaquettes, alors je suis par mètre cube apparent, les plaquettes on parle toujours par map. Un map c'est 250 kg de plaquettes. À peu près, ça dépend de la taille des plaquettes. Et donc en fait on est à peu près sur du 9,5 euros par map. Voilà, donc là on a des notions un peu plus intéressantes. Là c'est intéressant de nous passer en plaquettes. Par contre, clairement, sur une paille à 60 € tonne, c'est beaucoup moins. Enfin, on est plus intéressant de passer en plaquette que sur une paille à. Non, c'est l'inverse. Voilà. Vous avez le graphique. Si la paille est moins chère, il vaut mieux. Si la paille est moins chère, il vaut mieux mettre de la paille. Si la paille est plus chère, il vaut mieux mettre de la plaquette. On est dans ce sens-là. Après, quel est l'intérêt de la plaquette derrière? Alors, quand on n'est pas dans une une zone céréalière, et qu'on achète la paille finalement, alors qu'on a des haies sur nos exploitations, par l'entretien des haies, il est facile de faire un tas de plaquettes et d'utiliser en litière que d'acheter de la paille. On va être plutôt sur ces types d'exploitation-là. Et après, l'amendement aussi, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il vaut excusez-moi. J'y viens. Promis juré, j'y viens. Ouais, c'est justement ce qu'on est en train de se faire, puisque c'est des questions que vous vous êtes posées, mais que les éleveurs aussi se sont posées quand on a parlé du projet. Et donc on a une suite à ce projet qui s'appelle tout simplement et très originalement Climatgraph 2. On a été chercher très loin. Et en fait, on va tester justement la valorisation de ces fumiers sur la prairie. Qu'est-ce que ça donne? Alors je ne vais pas vous donner les résultats parce qu'on a fait des épandages l'année dernière et on est en cours de suivi. Donc toujours sur 5 sites. Et on a regardé aussi finalement, les haies c'est bien en plaquettes, mais si les animaux les consomment directement. Quelle valeur alimentaire ont ces essences-là et comment on peut les faire consommer par les ovins. Donc il y a déjà un petit film d'animation, donc c'est un petit dessin animé,
qui est sorti, qui s'appelle Des feuilles au menu des brebis, que vous pouvez retrouver sur nos canaux de diffusion sur le sujet. Et notamment sur le site circo.idel.fr. Et en fait, au niveau du transfert de connaissances et de la diffusion, on travaille sur de multiples supports de diffusion, et pas uniquement... Enfin voilà, sur des multiples supports, on fait des fiches techniques, donc je vous en ai ramené 2 ici. Alors j'ai pas les quantités, on est à la fin du projet, donc il me reste très peu de diffusion. Mais tout est disponible sur internet si vous avez besoin. On a des vidéos sur le sujet. On a des diaporamas à la carte, c'est-à-dire que ce sont des diaporamas tout faits, que les enseignants ou les techniciens peuvent directement utiliser en état ou réadapter en fonction. On a des podcasts radio pour s'occuper dans la voiture. Enfin voilà, il y a de multiples supports qui existent. Et le groupe technique élevage du RMT Agroforesterie a créé, il n'y a pas très longtemps, un arbre interactif avec toutes les références. Et vous pouvez notamment retrouver toutes ces références-là sur cet arbre-là. Voilà. Merci de votre attention. Je pense que Jérôme pourrait dire un mot sur le mûrier, parce qu'on a fait une tentative sur le mûrier. Ouais, on avait réfléchi à ça. Bon, un commentaire, c'est que ce qui est en amont aussi, c'est que les éleveurs ils sont habitués à avoir de la paille, donc ils savent la décharger, la stocker, etc. Les plaquettes. C'est aussi à prévoir aussi en amont de les mettre dans les bergeries, parce qu'il faut qu'elles soient sèches, sinon on va mettre de l'humidité dans la litière, c'est pas bon. Ça ne se stocke pas sur une pile, les plaquettes, ça fait un tas. Voilà, donc ça fait une surface. C'est un autre mode de gestion que la paille. Et on ne peut pas se dire, bah, tiens, cette année, je vais faire des plaquettes parce que la paille est trop chère. Et puis l'année prochaine, je vais en faire de la paille. C'est un système. Ça s'anticipe. Un tas de bois de plaquettes nécessite entre 5 et 8 mois de séchage avant l'utilisation. Et on s'est aperçu que la combinaison des deux, c'est peut-être aussi une option intéressante, c'est-à-dire de faire une sous-couche de plaquettes. Millefeuille, en fait, ce qu'on appelle voilà, millefeuille. Ça a été testé aussi dans les essais, alors on n'en est pas parlé, mais c'est pareil, on a les mêmes résultats qu'entre plaquettes et paille. Pas de différence de performance zootechnique, pas de différence de bien-être animal, pas de différence de préférence. Les animaux n'ont rien à faire, que finalement ils soient sur plaquettes ou paille. Mais c'est l'acidité du bois dans l'épandage derrière qui risque de nuire à la terre. Mais est-ce que oui, est-ce que non? Ça, vous le saurez dans quelques temps. C'est ça. C'est là notre souci quand même. Sur la première année, ce que je peux vous en dire, c'est qu'on n'a pas de différence, du moins au niveau de la production et de la flore. Après, on est sur une année. Et de feuilles, c'est des plaquettes de feuilles. Oui, plaquettes de bois blanc. On est sur des plaquettes de bois blanc. Ouais. Et aussi, il y aura moins de problèmes de tanin aussi. Ouais. Justement, en matière de tanin, il n'a pas été montré un effet bien-être au niveau respiratoire pour les animaux sur la plaquette plus que sur la paille. On a moins de poussière en plaquette. Apparemment, il y a des tanins qui auraient des effets aussi sur les voies respiratoires, notamment en bovin. Alors, c'est un bois qui sèche quand même pendant 5 à 8 mois, qui monte en température extrêmement fort. On ne voit pas l'effet des tanins. Dans le sens où les animaux, le bois ne sent pas, ne sent rien, il n'y a aucune émanation finalement de ces plaquettes-là. Ils ne s'amusent pas à le lécher non plus. Au contraire, ils ont plutôt tendance à ne pas y toucher. On a fait une période d'agnelage sur plaquettes. Les brebis ne mangent pas les grilles sur les plaquettes. Ça les gêne énormément, les bouts de bois collés dessus, elles ne s'amusent pas à trier. Contrairement à la paille. C'est la seule grosse différence qu'on a entre les deux. Après, clairement, on n'a pas ces effets-là, on ne les a pas mesurés ces effets-là, mais nous, on n'a pas de différence de bien-être, on n'avait pas plus d'allaitement des flancs sur paille que sur plaquette. On n'a pas vu la différence. Okay. Et en temps de travail, parce que quand même, c'est hyper variable. Ouais, parce que tout dépend du type de haie quand même, parce qu'il y a des haies qui sont plus ou moins hautes, j'imagine. Alors, là, quand je parlais du temps de travail, je ne parlais pas du temps d'entretien des haies, mais alors il a été fait par mes collègues de la mission haies sur le même format que les deux plaquettes que j'ai là. Différents itinéraires techniques d'entretien des haies en fonction des haies, des hauts jets, des bas jets et des haies mixtes. Voilà, il y a 4 itinéraires techniques en fonction de 4 types de haies existants. Parce que justement, on n'a pas le même matériel, on n'a pas la même façon de travailler en fonction du type de haie que l'on a
sur son exploitation. Justement, sur le plan économique, en fonction de cet entretien, tu présentes là le chiffre à la, je sais plus, MAP, pardon. Ouais, Mais le but, c'est que l'agriculteur achète pas, mais utilise la ressource qu'il a sur la ferme. Et du coup, alors, selon le type de haie, le coût de l'entretien peut être variable, mais grosso modo, à partir de quel prix de la paille c'est rentable d'utiliser les plaquettes qu'on a sur la ferme? Ça va dépendre. En fait, là, ces dernières années, le prix du MAP a augmenté, dans le sens où, quand on fait venir... les entrepreneurs ont augmenté leurs coûts du fait de l'augmentation des coûts des charges. Donc ça, c'est un projet qui a été fait entre 2018 et 2021. Donc moi, j'ai ces prix-là. Je n'ai pas les prix réactualisés après 2021, où c'est là qu'on a la plus grosse augmentation finalement. On peut imaginer que la paille a augmenté aussi. Mais voilà, moins. La paille, moins. On l'a vu moins. En fait, ça dépend vraiment des... Alors, à voir cette année, par exemple, avec les inondations dans les secteurs, on va dire les plus nord, et les dissimilés qui ont été un peu plus compliqués. Où là, on va peut-être avoir des différences, voilà, mais ça dépend vraiment des conditions climatiques et de la ressource en céréales. Le problème, c'est que moi, je suis en 100 mètres d'altitude, j'ai pas de céréales. Donc, j'ai intérêt à faire des plaquettes. Parce que j'ai pas besoin de ramener de la paille. C'est ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'après, moi, la paille, quand je la touche chez moi, elle est déjà 140 € aujourd'hui. Donc, forcément, voilà, c'est quand il faut s'adapter à l'altitude, où on est et à l'exploitation. Parce que c'est pareil, le temps de mise en place, ça dépend tout du matériel que tu as. S'il faut faire la boîte et à la pelle, ça fait pas. C'est pas la peine, c'est pas la peine. D'accord. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on ne pouvait pas passer d'une année sur l'autre. Et il faut se laisser le temps, en fait, il faut le temps de broyer la haie. Alors, et puis en plus, il faut la broyer, il faut voir, parce qu'en fait, la plupart des broyeurs de bois sont faits pour le bois énergie. On est sur de la grosse plaquette. Attention, nous, alors, on est sur des ovins, on a des petites pattes. Donc on cherche de la plus petite plaquette. Là, pour faire les essais sur les fumiers, on avait de la plaquette plutôt grosse, on a eu des gros problèmes de boiterie. Donc dès qu'on... Enfin voilà, il faut vraiment avoir... Il y a des tailles de morceaux de bois à avoir et à respecter. Donc il faut voir aussi si l'entrepreneur a les tamis nécessaires pour broyer plus serré. Et après, il faut bien faire le tas correctement pour être sûr que ça monte en température et que ça sèche. Parce que plus vous allez avoir un tas sec, plus le pouvoir absorbant va être important et moins vous allez aussi utiliser de plaquettes par la suite. En fait, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on fait manger les feuilles avant. On peut très bien abattre, faire manger les feuilles et après faire les plaquettes. Mais du coup, on peut laisser sécher un peu sur place avant de faire la plaquette. Alors non, même le bois au sol ne sèche pas autant qu'un bois en tas. Parce qu'en fait, le fait de le mettre en tas, on va exactement avoir le principe du compost. Ça va chauffer en température. On est tout simplement là-dessus qu'on compte. Il faut qu'on monte sur des températures assez importantes à cœur du tas pour bien sécher. Ouais. L'idée c'était de faire plaquettes pures ou c'était des strates, plaquettes, paille, On a fait les deux. Okay. Parce qu'en fait, les deux pratiques existent. Ouais. Donc on a étayé les deux. Okay. Ce qu'on appelle le millefeuille, entre paille et plaquette. Parce que certains mettent la couche de base, en fait c'est plus facile en plaquette, parce qu'ils étalent ça au godet du tracteur, et pour recharger c'est à la pailleuse, c'est à la paille. Quoi. Ouais. Et c'est plus simple, pour des questions de pratico-pratique. On se rend bien compte que sur le schéma, là, l'équivalence entre si j'ai besoin, je sais pas, j'ai absolument aucune idée de la quantité de paille dont on peut avoir besoin, mais est-ce qu'il y a un équivalent en plaquettes? C'est-à-dire, justement, là, c'est les prix. Oui, alors on l'a là, en fait, l'équivalence. On est une fois et demie plus, grosso modo. Ah, c'est ça. En termes de kilos. Et du coup, j'enchaîne avec la question, mais ça concerne vous et puis les deux autres groupes. C'est la question qu'on se posait. Hop, si je reviens. Je pense qu'on avait fait le diapo. Mais c'était sur la question sur un peu l'appropriation par le terrain, en fait. Les questions que vous posez, comment est-ce que le terrain l'approprie, les retours que vous pouvez avoir, ça concerne les 3 projets. Ces informations, en tout cas ces données que vous avez et que vous avez récoltées à partir de ces ressources, on va dire, intéressantes, locales, comment est-ce que vous voyez la diffusion sur le terrain et l'appropriation par le terrain? Les chambres ont essayé de faire, mais ils sont pas très sympas. Donc
Moi, je suis allé voir le conseiller de la Chambre de l'Isère pour avoir plein de questions, ce que je viens de poser comme question et d'autres, ce que vous venez de nous dire. Ouais, ben, ils sont comme vous à dire, bah, je sais pas, on va voir. Donc, je sais pas, on va voir. Je sais pas, on va voir. Je vous réponds, je sais pas, mais on teste. Ouais, voilà, c'est à peu près pareil. On va avoir des résultats, mais pas tout de suite. Ça veut dire quand même que nous, pour nous, paysans, comment on fait, quoi. On prend quelle décision, quoi. Il faut bien qu'on en prenne une, mais... Alors moi, je suis assez mitigé, parce que je vais essayer d'installer, exceptionnellement, justement, de mitiger le fameux truc. Ça me paraît plus sympathique. Nous, on a pas mal de retours, justement, sur le système millefeuille. Après, sur des années où on a plus des années de sécheresse, et donc où il faut un achat de foin supplémentaire pour combler finalement les déficits de production de la ferme. Les agriculteurs vont faire un peu plus de plaquettes sur leurs exploitations pour l'année d'après. Mais c'est pas automatique. Et je rebondis sur votre projet autour des semences locales, etc. Comment l'appropriation par les... vous avez maintenant 5 années, vous disiez un petit peu de recul. Comment est-ce qu'il y a une dynamique locale qui se crée? Est-ce que les agriculteurs autour s'emparent des techniques, etc. Vous disiez que tout était disponible, tout était ouvert, en open source. Sur le projet qu'on a fait avec Saint-Fourcault, on avait une dynamique de mémoire, une dizaine d'exploitants qui étaient engagés qui avaient fait des expérimentations sur leur ferme. Il se trouve qu'il y a eu quelques aléas entre les périodes de sécheresse où il y avait nécessité de sécuriser un peu le stock de fourrage et donc de ne pas laisser murer des prairies, plus des épisodes de population de campagnols qui a fait que sur certaines récoltes, on a ramassé beaucoup de terre, ce qui était assez problématique. On a, hormis certains qui ont été convaincus de la chose et qui continuent encore aujourd'hui à faire de la récolte et du semis, on a perdu un peu la dynamique sur le territoire là où on a expérimenté. Après, on essaye, du coup, là c'est ce que je disais, c'est qu'on essaye d'essaimer à travers des journées de démonstration qu'on essaye de faire en lien avec des groupements d'agriculteurs, parce que si on doit faire individuellement, ça demandait énormément de temps et on n'a pas les capacités de faire de l'accompagnement individuel tout le temps. Et moi, ce que je pense, mais après du coup je suis preneur de l'avis de tous, c'est qu'en s'appuyant sur des groupes d'agriculteurs, certains prennent le risque de le faire et peuvent après faire le partage d'expérience pour donner envie aux autres de le faire derrière. Et c'est ce qu'on essaye on essaye de mobiliser notamment des GI2E qui sont preneurs de ce genre de choses, notamment quand c'est axé à l'autonomie fourragère. Et après, pourquoi pas de travailler avec les AOP, de travailler avec les gens d'agriculture, avec les GAB, etc. Les CUMA aussi, on a les CUMA qui s'est montré intéressé, et pourquoi pas après, parce que c'est pareil, si les agriculteurs veulent être autonomes, alors soit ils peuvent le faire avec moissonneuse, mais dans les territoires de moyenne montagne, il n'y a pas des moissonneuses dans toutes les fermes, dans toutes les CUMA. Et après, s'il faut faire construire une brosseuse, tout l'intérêt c'est quand même que ce soit fait en collectif et que ce soit pas un agriculteur qui ait sa brosseuse à lui tout seul, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, du coup, on essaye d'axer vraiment sur les groupements d'agriculteurs pour essayer de faire émerger cette dynamique-là. Mais voilà, on en a encore qu'au début et on cherche à s'appuyer un peu sur toutes les forces vives qu'il peut y avoir au niveau des structures agricoles. Vous parlez des éleveurs, mais les techniciens, comment ils ont perçu ces propositions? Les techniciens de terrain qui sont là en place et qui font du développement? Pour le moment, par exemple avec la Chambre d'agriculture, c'est pas quelque chose qui chez eux ont bien infusé. Malheureusement pour le moment. Après, c'est peut-être qu'on n'a pas aussi suffisamment fait l'animation auprès d'eux. Et voilà, on est un peu dans cette phase de transition où on vient de finir les expérimentations et d'avoir ces références, et c'est là qu'on essaye de mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc voilà, pour le moment, on est encore dans cette phase de transition qui n'est pas encore achevée et où on a encore du boulot d'animation à faire derrière.
Ce qui est sûr, c'est que normalement, ces semences, elles sont forcément du terrain, elles sont forcément pas du tout hybrides, et du coup, elles ne peuvent que s'adapter là où vous allez les mettre. Donc pour moi, c'est tous les avantages. Après, c'est la mise en place, c'est le faire savoir, et les engins pour la récolte qui vont faire la différence pour que ce projet soit le meilleur. À mon avis, c'est un des meilleurs, mais il faut le mettre en route. Oui, bien sûr. Question, madame. Non, je me demandais, les semenciers par rapport à ça, il y a Elles sont évidemment, d'accord. Ils sont en train de se mettre en place, donc c'est notamment via le label végétal local où le CDNMC travaille dessus avec certains semenciers et où ils sont en train de développer des mélanges monospécifiques pour essayer d'améliorer certaines prairies ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose sur lequel nous on s'est placé, et là en l'occurrence on a un projet qui est dans les tuyaux qu'on va mettre en œuvre à partir de 2024, qui est un projet interreg au niveau européen, et où on va essayer là d'associer aussi les semenciers. On voit que c'est des choses, que ce soit côté semencier et aménageurs, où ils sont en train de s'équiper aussi de machines, que ce soit des brosseuses ou il y a d'autres machines qui sont plus adaptées pour les petits terrains en pente, qu'on appelle, c'est une marque, les Beetle par exemple, qui sont beaucoup plus maniables, qui permettent de ne pas faire de grosses surfaces, mais qui permettent de travailler sur des talus, etc. Donc ça, c'est aussi en train de se développer là, du côté des semenciers et des aménageurs. ouais, parce que je me dis, un agriculteur, voilà, il y a, pour l'instant, il se dirige, enfin, il est beaucoup, j'imagine, sollicité par les semenciers. Et donc là, pour l'instant, ça c'est une niche, quoi. Donc comment, voilà, en tant qu'agriculteur, vers où tu vas, pourquoi, comment, l'intérêt économique, enfin, il y a déjà tellement de choses à penser que pour que ce projet-là, il puisse vraiment sortir, je me dis, peut-être une solution, c'est quand même de les associer pour voir comment vous pouvez travailler ensemble, plutôt que de les ignorer, où je pense que ça risque d'être compliqué de... Oui, mais c'est juste après, enfin, nous au conservatoire, on est un peu en limite de champ d'intervention où la genèse du projet c'était la restauration de prairies naturelles à flore diversifiée, etc. Et donc, l'axe dans lequel on l'a pris, c'est vraiment pour essayer que les agriculteurs soient autonomes et puissent restaurer leurs propres prairies et récolter sur leurs propres prairies. Après, voilà, le lien avec les semenciers, on arrive dans un secteur où est notre place. On se poser la même question de coccinelle, c'est notre problème de posture, quoi. La législation, de toute manière, oui, est très stricte, oui. et tu ne peux pas ni la vendre ni les changer. Donc on est forcément dans de l'autoconsommation. Maintenant, tu peux. Alors, à des fins de restauration. Oui, à des fins de restauration, oui, il faut identifier toutes les graines qu'il y a dans le mélange, ce qui est compliqué aussi derrière. Parce que le problème également, c'est qu'à partir du moment où si tu vends tu t'engages à la qualité et à la performance de ce que tu... Voilà. Donc il y a des problèmes sanitaires et il y a des problèmes de performance. C'est pour ça que les semences qui sont là, même les mélanges que tu as à l'heure actuelle qui sont produits par les semenciers, ils ne sont pas produits en mélange. Ce sont des graines sont produites en pur et elles sont mélangées après. Et après, c'est ce que tu as et c'est un des problèmes écologiques qu'il y a, c'est que tu garantis la qualité de ta graine que tu vas mettre, et tu garantis absolument pas la performance de ta plante ensuite lorsqu'elle est semée en mélange, parce qu'elle a été sélectionnée en pur. Et c'est un des problèmes que l'on a à l'heure actuelle d'un point de vue de la législation. Et pour la conservation écologique, c'était un des cas de dérogation sur lequel tu pouvais effectivement ne pas être que dans un domaine d'autoconsommation. Mais dans le cadre de ce projet-là, on avait légalement même pas le droit d'échanger les semences d'une exploitation à une autre entre des éleveurs qui étaient du même projet. C'est interdit. Légalement, c'est interdit. Tu ne peux pas. C'est ça. Après, vous avez Ouais, juste pour exemple, nous dans le Puy-de-Dôme, en fait, on connaît bien le travail qui a été fait par Saint-Flour Communauté. En fait, on l'a suivi peut-être de loin, mais on l'a suivi depuis le début. Et donc, moi, je travaille avec un groupe d'éleveurs qui se posaient ces questions-là. Et donc, en fait, ils connaissent tous la synthèse qui en est sortie. Et ils ont tenté des choses chez eux. Donc, malgré tout, ça a quand même diffusé. Ça a quand même eu des répercussions. Alors après, les éleveurs, ils ont testé des choses chez eux. Ma question tout à l'heure, elle n'était pas anodine parce que chez certains, on a observé, comme je disais tout à l'heure... Je rentre du coup, c'est... Non, là, c'est pas là où on est allé. C'était à Saint-Donald. Oui, à Saint-Donald.
Donc ça fait poser d'autres questions aux éleveurs. Donc ils ont également envie d'aller plus loin et puis ils se posent surtout la question de la parcelle donneuse, la parcelle source. Donc l'un d'entre eux avait même réfléchi à faire un petit outil parce qu'il est un peu bricoleur, donc il soit un peu différent de la moissonneuse, un peu différent de la brousseuse. Donc ils y réfléchissent malgré tout, ils ont envie de tester des choses, mais ils se disent voilà, aujourd'hui nos prairies elles sont de manière générale plutôt assez bien équilibrées, sauf que on a effectivement des dégâts de campagnols, etc. qui viennent nous perturber la chose. Et ils aimeraient revenir dans cet état initial, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas forcément une augmentation de la production ou je ne sais quoi. Ils veulent juste en fait avoir des prairies qui ressemblaient à ce qu'elles ressemblaient il y a 2 ou 3 ans avant le passage des campagnols. Donc voilà, on a même récolté du coup des fonds de grange chez des sécheurs en grange et on a essayé de faire trier les graines, ce qui n'est pas une mince affaire, en se disant on pourrait peut-être éventuellement potentiellement écarter celles qu'on ne souhaite pas. Bon, c'est pas si simple. C'est la veillée. On va essayer de faire dans le laboratoire. Sur le sujet de l'appropriation par le terrain, en fait, peut-être que ça pourrait être le rôle du cluster de faire remonter un constat, parce qu'en fait c'est partagé un peu par tous les projets. C'est qu'une fois que le projet arrive à son terme, les travaux de collecte de données ont été faits, ils ont été synthétisés, les résultats ont été formalisés, et le projet est terminé. Donc l'équipe projet n'est pas forcément encore disponible pour assurer cette étape qui prend forcément du temps. Et ça, est-ce que ça pose pas un problème avec les stratégies des financeurs d'appel à projet qui sont des choses très précises dans le temps et voilà, il y a un début, une fin et en général plus de 3 ans, c'est quand même déjà long. Donc est-ce que le fait de passer sur des stratégies d'accompagnement d'appel à projet, est-ce que c'est pas une difficulté de plus pour permettre l'appropriation sur le terrain parce que il n'y a pas de continuité, parce que les financements sont très délimités dans des temps courts, ce qui peut se comprendre, mais est-ce que ça produit pas justement une absence de diffusion sur le terrain parce que l'équipe passe sur un autre projet parce que il faut passer à autre chose. Je pense que c'est 2 choses différentes. C'est que il faut qu'il y ait une étude, mais il faut la mise en place de cette étude plutôt qu'elle reste dans le tiroir, qu'il faut la mise en place sur le terrain. Et dans le cas du projet Ralamac, on a vraiment fait des groupes de travail. Il y avait à la fois des acteurs des filières fromagères AOP et des OS. Et donc ça a amorcé, on va dire, un début de collaboration qui va continuer parce que la suite du projet, c'est sur les aspects de résilience et de performance laitière. Il y aura toujours ces groupes de travail finalement, il y aura du dialogue. Et il y a eu des restitutions suite du coup au projet Ralamac et des échanges. Et c'était aussi pour ça que c'est important qu'on fasse ce genre de restitution. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée que d'un côté il y aurait une sorte de R&D. Et puis de l'autre côté, il y aurait des résultats qui diffuseraient vers le terrain, comme si les éleveurs n'étaient pas pris sur la question de départ, si le sujet n'est pas, ça ne sert à rien. Ce que je pense, c'est que dans ces dispositifs-là, il faut que les éleveurs, en tout cas les partenaires, les éleveurs, ils aient la prise sur la manière dont la question elle va se poser. Alors après, elle peut être transformée avec les résultats. Nous, on a fait ça, nous, le principe, c'est ce que fait la sociologie et l'anthropologie, une certaine sociologie qui est proche de l'anthropologie, c'est nous, on ne regarde pas, on regarde le monde tel que l'éleveur le vit dans son quotidien et on va tout prendre en sérieux. On a fait des restitutions. Des restitutions, c'était simplement est-ce qu'on dit bien les choses, est-ce que ça vous parle? On a fait les idioties, on a vu les réactions des gens. Les résultats qu'on a obtenus, on a vu la réaction des gens, ils disent oui, maintenant, alors, ils peuvent nous dire ouais, ah oui, ça d'accord, ok, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça que vous voulez dire. Alors, donc là, on ne peut pas tenir compte de ça. Et les questions, en fait, c'est pour ça qu'on a fait Safran, le projet qui prolonge ça,
mais c'est suite à ces restitutions en disant maintenant, nous, on aimerait en savoir plus sur la qualité du lait, on aimerait en savoir plus sur finalement un certain nombre de points clés. Et c'est un processus, et à partir du moment où on considère en fait, qu'on va analyser ce qu'expérimentent les éleveurs eux-mêmes, ils produisent la connaissance, ils produisent des choses. Donc il faut aussi tenir compte et qu'on peut mettre en dialogue avec, par exemple, une approche zootechnique. Nous, notre projet, c'est ça. C'est que c'est l'éleveur, que c'est la science. Sur un même objet, ils regardent, ils n'ont pas la même expérience, la méthode scientifique, ça dépend de l'expérience du quotidien, mais elles produisent toutes les deux des connaissances sur un même objet, une même entité. Ça produit des questionnements, ça produit des résultats, et il faut les mettre en dialogue. Alors, comment il faut faire, etc. Je peux vous dire, il faut tester, mais c'est un petit peu le principe nous qu'on adopte, dans le dialogue qu'on a entre sciences humaines et sciences zootechniques, biotechniques, pour pouvoir simplement se dire, ça va être utile aux éleveurs. Oui, mais ça, quoi. Ouais. Il y a Safran après Valormal, il y a Climat Group 2 après Climat Group 1, et ça veut dire qu'il ne faut pas laisser imaginer qu'on peut faire un appel d'offres, programme de 2 ans, ça y est, on a réglé la question, et maintenant on peut passer à l'étape 2 du plan des appels d'offres. Ça prend plus de temps que ça. Quoi. Oui, c'est Non, c'était juste pour être par plusieurs questions. C'est premièrement qui est autour de la table quand il y a un projet, et on a vu s'il y a des personnes de terrain qui peuvent apporter leur questionnement, ça permet de mieux y répondre. Et après, il y a aussi comment on imagine derrière le déploiement. Est-ce que c'est par le développement agricole ou comme ça a été dit, ou par des ODG, etc. Donc forcément, suivant qui y a dans le projet, le développement pourra se faire ou pas. Et c'est sûr que quand on a un projet, il y a l'exemple de celui de Saint-Flour par exemple, où c'est fait avec conservateur botanique, il n'y avait pas forcément les acteurs derrière du développement agricole, forcément ça demande derrière un autre projet pour pouvoir le travailler avec, parce qu'ils ne vont pas s'approprier comme ça s'ils ne sont pas dans le projet. Et après, ça pose aussi la question que de toute façon, dans un projet, et normalement un bon projet amène des nouvelles questions, parce qu'on ne va jamais au bout. Donc c'est là que c'est un bon projet, s'il y a un deuxième projet derrière qui peut être déposé. Et après, sur la question aussi, donc de nouveaux besoins de connaissances. Et après, par rapport aussi aux états d'appropriation par terrain, il y a quand même des appels à projets, donc c'est vraiment le rôle d'être sur le transfert, parce que des fois, le transfert il va se faire de manière correcte si on prend les résultats de plusieurs projets pour vraiment répondre à la question de terrain. Ça va être le cas des casards codémultiplication, enfin de ce type d'appel à projet. Là, il y a vraiment le développement agricole qui est présent pour aller regarder les résultats sur plusieurs projets en fonction des réponses et avoir un transfert, une réponse peut-être à un nouvel outil ou une manière adaptée, quoi. C'est ce qui a été fait au niveau du RNT de foresterie, qui a rassemblé vraiment toutes les connaissances sur l'agroforesterie en élevage. Moi j'ai parlé de Climat, mais il y a des données aussi bien en porc, en volaille qu'en ruminant, aussi bien sur le confort, l'utilisation de taillage de lait que sur la valorisation alimentaire. Enfin voilà, il y a tous les aspects qui est rassemblé sur cet outil-là. Après, le principe du CIRPO, je ne l'ai pas présenté rapidement, mais c'est une association de 70 adhérents. Et ces 70 adhérents, on a aussi bien des chambres d'agriculture que des coopératives, que des GDS, que des lycées agricoles. Enfin voilà, et donc c'est comme ça aussi qu'on diffuse, puisque nos adhérents connaissent nos projets, je ne vais pas dire en temps et en heure, mais quasiment. On présente même des résultats intermédiaires qui amènent parfois même des questionnements en milieu de projet. Alors, c'est pas toujours intégrable, mais on peut réajuster certains protocoles pour répondre à plus de demandes, souvent il y a des ajouts, plus que de retraits. Et donc, voilà, ça nous fait avancer comme ça. Et derrière, les supports de diffusion sont demandés par et les partenaires du projet et les partenaires. Si on fait des diaporamas, notamment à la carte, c'est beaucoup pour les enseignants qui les réutilisent après en classe pour les diffuser à leurs élèves directement. Moi, je vais essayer de faire vite. J'ai déjà, sur les graines, sur les semences mélangées, monsieur, là-bas, je voudrais savoir où c'est que les départements se servent pour avoir des accotements quelquefois magnifiques. Avec des fleurs, avec des choses. Moi, quand je passe en voiture, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle serait bien, mes bêtes à manger là. Voilà. Donc ça, c'est une autre question, mais c'est vrai que c'est surprenant. Bon, ça, c'était pour faire rire. L'autre question, c'est, je ne suis pas sûr que, parce que vous n'avez pas eu de questionnement sur les races locales. Je reviens un peu là-dessus, je suis un peu emmerdant, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse la définition de la race locale. Et la définition de la race locale, c'est 50% sur un département ou 70% sur 3 départements. Donc il y a des races locales qui sont en train de friser le fait de ne plus être locales. Il y en a d'autres qui
qui vont rester longtemps parce que ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. La noire du volet, elle est là, elle restera là, et puis voilà, elle sera toujours locale. Alors que l'Aubrac va peut-être pencher sur un côté malveillant pour elle, voilà. Mais ça, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pas entendu de questions à ce sujet, et je suis pas surpris, mais un petit peu quand même. Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'engouement autour de ça, parce que pour moi, la race locale sur le cluster, elle a un rôle à jouer. Voilà, j'en suis persuadé. Pour faire la suite, voilà, nous on considère que la race locale, c'est un outil de production qui est adapté au territoire et qui se travaille comme tous les outils de production qui nécessitent des adaptations, des orientations. Et voilà, ça, c'est une notion qui est importante. Outils de production et outils d'aménagement du territoire. Désolé. Oui, je disais que d'un point de vue historique, voilà, ça nous intéressait d'avoir le BRAC aussi, et puis il y a le DG, le Laïol, voilà. Mais je suis pas jaloux, au contraire. Vous savez, l'Ivagri, il y a l'Aubrac, il y a la Salaire, il y a la Spérandaise, mais il y a la Villardin, l'Abondance. Il y a l'Abondance, il y a la Tarentaise dedans. Hein, donc on a plein d'autres vaches. Au niveau d'Ivagri, on a toutes les autres vaches. Et puis les chèvres, et puis etc. Donc moi je suis très content des Aubrac. Hein, je n'ai pas, ça m'ennuie même si elles devaient ne plus devenir locales. Mais ça, c'est un choix des OS et des races. Faire des choix de faire un développement très fort, ben, ils ont peut-être raison. Mais voilà, c'est pas à nous de choisir, c'est pas à moi surtout. C'est plusieurs manières de penser la sauvegarde. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Marie, tu avais une question? Non, c'était juste pour rajouter sur la diffusion, alors pas sur les races locales, désolé. Ah, dommage, je croyais. Non, ça va être sur la diffusion. Nous, c'est ce que je vous disais en introduction, en fait, ça fait depuis 2011 qu'on porte le projet Milieu ouvert herbacé, où il y a eu énormément de productions, de projets qui ont été menés par les différents partenaires, etc. Et là, on travaille vraiment on fait vraiment un travail de capitalisation sur toutes ces productions, ces expérimentations qui ont été menées, pour en fait pouvoir le diffuser de manière thématique et qui répondent directement aux problématiques des éleveurs avec cette entrée-là, c'est-à-dire le projet de semences locales. Mais nous, notre idée, c'est vraiment de pouvoir apporter de la matière ou de la production ou des retours d'expérience avec une entrée thématique d'éleveurs. Donc là, on travaille vraiment là-dessus au niveau du programme MOH pour rassembler tout ça et après faire les liens avec les différents projets, cluster herbe qui gravitent autour, etc. Voilà, c'était juste pour ajouter sur la diffusion que nous, là, on fait ce travail-là de capitalisation pour pouvoir après transférer et s'aimer. Et vous remarquez l'efficacité en termes d'appropriation, en termes que ça semble... Alors là, on est tout juste au début parce que du coup, on a recruté ma collègue à mi-temps là-dessus qui va justement rassembler tout ça. Après, on va identifier les thématiques problématiques que les éleveurs peuvent se poser et dont on a la matière qui peuvent apporter des éléments de réponse, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Donc là, ça sera plutôt ça fait pour fin 2024. Merci. On est pas mal. On est pas mal. Merci. Une question de remarque, de remarque, on va être en retard maintenant. Un témoignage sur les races locales pour... merci. On sait que 90 ou 95% des éleveurs ovins du Massif central utilisent des races locales. Vous mettez des Île-de-France ou des Suffolk à l'altitude, ça marche pas le faire. Mais par contre, il y a quand même besoin d'un travail de recherche, d'approfondissement des connaissances, etc. Parce que rien n'est immuable, il y a besoin de continuer à travailler là-dessus. Mais les races locales, c'est vraiment des richesses patrimoniales. C'est vraiment un patrimoine qu'il faut qu'on conserve et qu'on continue à valoriser. Comme la semence, la semence, comme l'héritage des terres qu'on a. C'est ça, tout à fait. Et vous savez que depuis quelques années, c'est les OS qui sont maîtres à bord des races, justement. Aujourd'hui, avant, il y avait plein d'autres personnes qui pouvaient agir un peu sur les races. Aujourd'hui, c'est l'OS. C'est-à-dire, c'est l'organisme de sélection qui est le maître à bord. Même l'Institut d'élevage est derrière l'Ouest. Donc, si vous... après, ils ont leur mot à dire. Je
suis pas en train de dire l'OS qu'il reste en temps de bas, c'est pas du tout ça. C'est un travail d'équipe. Mais c'est l'OS qui est aujourd'hui le patron des races, qui doivent le respect. Et ça, c'est important aussi de se le mettre. Oui, mais ils ne pensent pas tous de la même manière dans la façon de sauvegarder les races. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut moderniser les animaux, etc. Nous, on n'a pas posé simplement ça en termes de race locale, mais il y avait aussi toute la question de la rusticité. Et ça, c'est une question importante parce que l'histoire montre bien comment elle a été travaillée, comment ça ressurgit aujourd'hui. Pas simplement pour une meilleure valorisation des OP, mais aussi parce qu'on se pose des questions face au changement climatique, des animaux qui mangent moins et qui en profitent plus. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Et c'est des animaux qui redeviennent modernes en quelque sorte. C'est pour ça que je peux vous répondre, c'est que je ne vais pas prendre les vaches pour ne pas faire d'ennui à personne. Je vais prendre sur les chevaux. Si vous prenez un cheval du Vercors, vous l'emmenez en Normandie, ça va faire un sel français. Donc il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez acheter un sel français là-haut, puis c'est bien, c'est pas la peine de faire un sel français ici. Le sel français, il y en a partout. Voilà, c'est tout. C'est la conclusion. Donc les races locales auront le dernier mot. Ben, j'espère bien. Merci. Je plaisante. Merci beaucoup pour votre participation et pour ces échanges qui ont été bien intéressants. Merci aux trois groupes pour la présentation de votre projet. Puis merci Jérôme pour avoir fait l'animation aussi. Peut-être je vais réorganiser un peu mes pensées, mais peut-être en tout cas je vais tirer spontanément comme ça sur le vif de l'échange. C'est que, premièrement, c'est qu'on a réussi à montrer que ces trois projets se retrouvaient en termes de valorisation d'une richesse patrimoniale et qu'en fait il y a du répondant entre ces différents projets qui ont un objet complètement différent, mais en fait finalement une philosophie et une logique qui reste pertinente et qui reste un petit peu transversale. Et également, ensuite, on avait deux parties. La partie 1 nous a finalement pris tout le temps, mais parce que le transfert, c'est un sujet qui est central aussi. Une fois qu'on a fait un projet, comment est-ce que le terrain se l'approprie. Et moi, ce que j'ai noté notamment entre Safran, entre Climat Grove 2, ou ce que Marie, ce que tu disais sur le fait qu'il y a des projets spécifiques en fait, qui sont en train de se déposer aussi pour assurer vraiment un transfert jusqu'au bout. Et qu'en fait, pour prendre ce que disait Jérôme, c'est que le transfert, ça prend un temps long, qui est une méthode particulière, etc. Et qui n'est pas tout le temps intégré complètement, enfin en tout cas, la possibilité de le faire au sein même du projet qui obtient les informations, elle peut être compliquée. Et qu'on observe aussi que les projets se font ensuite sur une partie aussi transfert des résultats. Voici en quelques mots ce que j'aurais retenu. Si vous avez les trois projets étaient au service des agriculteurs et des animaux. Et c'était ça qui était important. Il y a la question quand même, qui avait été redit, le fait d'avoir aussi des acteurs qui sont dans le projet, de réorienter en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Ça boucle avec l'objectif de ce matin, l'atelier de ce matin sur avoir les utilisateurs. Sur la diffusion, je voulais faire une remarque. Sans relancer le débat. Non, sans relancer le débat, simplement souvent, dans ces programmes de recherche où il y a des chercheurs, des acteurs, etc., il y a besoin d'un intermédiaire. C'est-à-dire que moi je trouve qu'on se dit on va transférer directement vers les agriculteurs. On a besoin d'intermédiaires, c'est-à-dire des collectifs, les organismes de développement. Parce qu'à bientôt dans tous, on avait fait un cas à un moment donné, on voulait travailler directement avec les éleveurs, puis on s'est dit, c'est de trop large portée, ça n'est pas à notre portée. Et donc il faut avoir des acteurs intermédiaires, et dont c'est aussi le... Voilà. Merci beaucoup.